Bonjour à tous. Heureux. Bonjour. Ouais, c'est bien, merci. Okay. Donc, d'abord, je voulais vous faire des excuses. Ouais, comme ça m'arrive de temps en temps. Parce que vendredi, en fouillant dans mon disque dur, j'ai trouvé le plan du texte, le plan complet du lamrim intermédiaire, dont on parle souvent avec Valérie, qui le cite, qui dit « vous trouvez ça ». Et en fait, Annabelle m'a dit que vous ne l'aviez jamais reçu. Oui, mais vous l'envoyez vendredi. Oui. Mais quand vous vous êtes inscrit au PEBA il y a, je ne sais pas, 1 an ou moins ou plus, je ne sais pas, vous ne l'aviez apparemment pas reçu. Donc ça a été une grosse surprise de constater ça, que vous n'aviez pas le plan en fait du lamrim intermédiaire. Vous aviez eu un plan, mais oui. Le plan, attends, je finis, merci. Le plan que vous avez eu, c'était en fait le plan du commentaire de sa sainteté le Dalai Lama qui commentait, qui expliquait le lamrim intermédiaire. Donc le plan que vous aviez s'arrêtait forcément au calme mental. Et même, bien sûr, il reprenait effectivement le plan du texte racine, hein, mais avec peut-être quelques variantes ou moins précisément, ou je ne sais pas, comme ça. Tandis que celui que j'ai retrouvé hier et qu'on aurait dû vous donner, et qui n'a pas vous... C'était celui qu'on vous a envoyé vendredi. Donc là, vous avez le plan complet du lamrim intermédiaire qui est vraiment détaillé et vous avez donc toutes les parties, les sous-parties, les sous-sous-parties, vous avez tout pour méditer. Voilà, vous devez... Donc c'est un outil. Vous êtes content? Oui. Donc, je suis désolé de pas... vaut mieux tard que jamais, hein, vous me direz. Puis là, avant, c'était pas très grave, puisque vous aviez le commentaire de sa sainteté, donc vous retrouviez bien les parties. Tandis que là, maintenant, ça devient à la fois technique et précis. C'est bien que vous puissiez vous référer à ce plan. Donc, vous savez comment on fait avec un plan, hein, comme font les Tibétains. C'est-à-dire, le plan, en fait, c'est vraiment une structure schématique du texte, ou un plan structurel, on pourrait appeler ça, qui est là pour vous aider à vous rappeler de l'enseignement, si tant est que vous l'ayez étudié quand même. Donc le but, c'est que quand vous étudiez l'enseignement, vous avez d'un côté le plan, hein, et de l'autre, vous avez l'enseignement, vous avez le commentaire, vous avez ce que vous voulez. Des commentaires, si vous en avez, ou le commentaire, bien sûr, oral de Geshe. Oui. C'est moi? Non, je croyais qu'il y a un problème. Le commentaire oral ou écrit de Geshe Loden, tout ça, les notes que vous avez prises, vous avez tout ça sur votre table et vous essayez dans chacune des parties, des sous-parties, de mettre quelque chose. Si c'est juste un squelette comme ça ne va pas aller bien loin, hein, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Mais dans ces parties, il faut que vous mettiez... C'est les cases, en fait. Hein, c'est comme des petites cases dans une pharmacie, je ne sais pas. Et là, vous allez mettre des choses dedans. Mais alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de l'étudier et après que ça vous sert en méditation, bien sûr. Et tout le lamrim, en fait, c'est comme ça. Surtout pour le lamrim. Mais ça sera aussi valable pour d'autres textes, bien sûr, qu'on va étudier. Mais c'est bien de prendre l'habitude d'avoir vraiment le texte racine, le plan qui est l'image en fait du texte racine et qui va vous aider. Donc je ne sais pas si ça vous est utile, mais je pensais peut-être, comme on ne l'a pas fait jusqu'à présent, qu'on fasse une révision complète avec ce plan. Pour voir où on en est, les points qui vous manquent, regardez, prenez vos notes, et là, vous allez mieux comprendre comment tout ça s'engendre. Parce que c'est bien que vous ayez une image globale. C'est pour ça aussi que sur la porte, je vous ai mis ce plan qui a été fait en 1978 par les éditions Yoga Chosin, mais qui n'est pas complet parce que c'est vraiment un plan sur papier, donc c'est difficile à voir tout, mais qui est quand même pas mal. Donc prenez votre plan. Donc ça commence où ce plan? Alors, vous avez... ce que je vais partager sur Zoom avec ceux pour que vous l'ayez. Donc... oui, on va l'avoir sur l'écran. Ouais, dès que j'aurai partagé, vous l'aurez sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a sur Zoom? Tout va? Le son, ça va? Oui, merci. Pour lancer, si c'est pas bon, d'accord. Okay. Bon. Donc, je vais vous mettre le plan. Si vous l'avez...
C'est bien de l'imprimer si vous pouvez, hein, ce plan. Ou l'avoir sur une tablette, je ne sais pas. Il y a pas mal de possibilités. Donc je vous l'envoie là. Voilà. Vous l'avez? Non, pas encore, ça va venir. Donc sur Zoom, vous l'avez? C'est bon? Oui. Voilà. Bon, c'est un peu petit. Si je fais ça, ça grossit. Ou pas? Non, ça grossit sur Zoom, mais ça ne grossit pas sur l'écran. C'est? Ah, il y a un délai. D'accord, d'accord. Merci. Donc, on va... Moi, je ne peux pas tout lire d'un coup. OK. Je ferai des zooms au fur et à mesure. Donc, vous allez à la page 44. Hein. C'est sur le calme mental précisément. Page 44. Ça s'appelle « Explication de la manière de s'entraîner au calme mental qui est de la nature de la concentration ». Tu es sûr du numéro de page, Christian? Pour moi, oui, mais peut-être pas pour vous. Je ne sais pas. Je suis à la 41, moi. Non, 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 non. Moi aussi, Daniel, je suis à la page 41. Ah oui, d'accord, pardon. C'est PDF sur l'écran. D'accord, ok. Tant pour moi, pardon. Effectivement, c'est 41, oui. Le texte est page 41. Sur PDF, c'est 44. Donc, page 41, explication de la manière de s'entraîner au calme mental, qui est de la nature de la concentration. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, là. Donc vous avez, premier point, comment s'entraîner au calme mental. Okay, ça, c'est divisé en 3 parties. Réunir les conditions préalables à l'obtention du calme mental. Comment, ayant réuni ces conditions, on va cultiver le calme mental. Troisième partie, mesure de la réalisation du calme mental par la méditation. Donc là, où est-ce qu'on en est, nous? On en est au deuxième point. Hein, maintenant. Tout ça, on l'a vu dans le mois dernier, et avant même, on a commencé. Donc le premier point, réunir les conditions préalables à l'obtention du calme mental. Vous vous souvenez, c'était les 6... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les 6 conditions, oui. Donc d'abord, vous devez demeurer dans un lieu favorable. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? C'est un lieu qui a combien de qualités? Qu'un lieu... Hein? 6, non. Vous ne l'aviez pas dans vos notes, ça? Sûr, salubre. Non, mais 5 qualités. Hein? C'est un lieu qui doit avoir 5 qualités. Donc, vous les avez, ces qualités du lieu? Sûr, salubre. Béni, être proche d'un endroit où se nourrir, et des bêtes sauvages, je crois. Bon, je vous l'ai dit. Premier, facile de s'approvisionner. Oui. Deuxième, sécurité. Troisième, salubre, au niveau de la terre, de l'eau et de l'air. Très important. Hein. Quatrième, les compagnons de pratique qui partagent le même intérêt que vous. Celui-là que je n'avais pas. D'accord. Et le cinquième, c'est peu de bruit, de jour comme de nuit. Hein? D'accord. Vous n'avez plus le plan, là? Comment ça se fait? Il n'y a plus le plan? Oui, je suis toujours en train de partager. Donc ça, on est demeuré dans un lieu favorable, le grand A, qui a 5 qualités. Ensuite, vous avez les 6 conditions préalables, les 5 autres, quoi, disons. Hein. Avoir peu de désir, vivre dans le contentement, abandonner complètement les activités multiples, avoir une éthique pure, abandonner complètement les pensées discursives de désir. Désir-attachement. Hein. Quand on dit désir, c'est aussi attachement. OK.
Donc, voilà. Donc ensuite, quand on a ces conditions, donc conditions préalables, 6 à 2. Donc il y a 6 à 2A. Vous avez deux parties. Préparation, pratique proprement dite. Donc là, ils n'ont pas mis dans le plan, vous avez, il n'y a pas le A, il n'y a pas la préparation. Ça, on l'a traité. Geshe-la, lui, traite tout. Donc, tous les points, là, chacun des points, Geshe-la, il dit quelque chose dessus. Donc, c'est bien de retrouver dans ce que dit Geshe-la où est-ce que ça va. Qu'est-ce qu'il a dit sur la préparation? Il a dit quelque chose. Vous ne vous souvenez pas? Il a dit, c'était quoi la préparation? C'est pas la motivation? Oui, mais plus que ça. C'est les 6 pratiques préparatoires. Voilà, nettoyer le lieu, la pièce, mettre l'autel, les offrandes, le Jorche, ce qu'on appelle le Jorche. C'est ça la préparation. Pour diriger, commencer à diriger l'esprit sur son objet. Donc il faut s'y préparer. Les 6 pratiques préparatoires qui servent à accumuler du mérite et à purifier le négatif. Très important pour se préparer à la pratique de Shiné. Okay. Ensuite, donc là on passe au point B, la pratique proprement dite. Donc ça va être divisé en 2, la pratique proprement dite, quelle posture physique adopter pour méditer, et l'explication des étapes de la méditation elle-même. Et là on va rentrer dans un grand sujet. Mais avant ça, donc, c'est la posture de méditation en 8 points. OK? D'accord? Et ensuite, donc, on va rentrer dans le deuxième, les étapes de la méditation. Où est-ce que... Je ne vais pas aller trop vite. L'explication des étapes de la méditation en elle-même. Donc ça, c'est transition, explication. Bon, transition, je ne me souviens plus ce que Geshe-la a dit. J'avoue, ça devait être une phrase, je pense, de transition. Quand vous avez ça dans les plans, les transitions, c'est une phrase qui permet de passer d'un sujet à l'autre. C'est parfois important, mais pas spécialement ici. OK. Donc, on rentre plus précisément dans l'explication. Alors, cette explication, c'est là où on en est. On en est toujours là, dans l'explication. Elle a 2 parties. Comment produire une méditation, une stabilisation méditative sans défaut. Stabilisation méditative ou concentration, c'est pareil. Sans défaut. Et ensuite, deuxième point, les stades mentaux qui s'élèvent en dépendance. Donc ça, on n'en est pas là encore. Okay, on en est simplement dans comment produire, pour l'instant, une concentration sans défaut. C'est ça qui nous intéresse. Pas avoir de défaut. Donc ça, on rentre là-dedans, le 2B1, comment produire une stabilisation méditative sans défaut. Donc là, il y a les 3 temps, ABC, comment agir avant de focaliser son esprit, comment agir au moment où l'on focalise son esprit sur l'objet, okay, et ensuite, comment agir après avoir focalisé son esprit sur l'objet. Là, on en est où, nous? On en est au 2. Ouais, on en est au B. Comment agir au moment de focaliser l'esprit sur l'objet. Ou non, on en est même au 3, en fait, au C. Comment agir après avoir focalisé l'esprit sur l'objet. En fait, on en est B. Hier, on a vu B, aujourd'hui, on a attaqué C. Donc, on va prendre comment agir, le premier point, avant de focaliser l'esprit sur l'objet. Donc, là, vous avez donc, premier point, importance d'appliquer les antidotes à la paresse dès le début. Alors, les antidotes à la paresse, Geshe-la les a rappelés encore ce matin, il les rappelle pratiquement chaque fois. Il doit y avoir un intérêt, je pense, parce qu'on a... Voilà, donc, vous vous en souvenez, les antidotes à la paresse? Ça y est, la foi, La conviction, l'aspiration, l'effort, l'enthousiasme, la maniabilité. Le 4e. Voilà, la 4e, c'est la maniabilité.
D'accord, après on verra. Hein. Donc ça, c'est pour la paresse. Pour... qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme... Les bienfaits de la paresse. Je connais pas, moi. L'éloge de la paresse, ouais. Moi, je connais. Hein. Je peux écrire plusieurs tomes là-dessus. Donc, la souplesse ou la maniabilité. Donc, je reprends foi-conviction, comme dit Valérie. Hein. Foi-conviction, il utilise les deux termes. Aspiration à développer ses qualités. Enthousiasme à le faire. Hein. Et ensuite, donc, la souplesse-maniabilité, qui correspond à une légèreté du corps et de l'esprit, qui advient quand on a vaincu la paresse. Quand on a vaincu la paresse, on a le signe que qu'on ne s'endort pas. Quand le radiateur... Donc voilà, c'est le signe qu'on a vaincu la paresse, quand le corps et l'esprit deviennent légers. Donc il y a un lien de cause à effet. Hein. Contre l'oubli des instructions, la mémoire. Ça c'est... Hein, c'est le truc, le cinquième antidote. Ça montre quoi, la mémoire? Enfin, que l'esprit est placé sur l'objet. Hein. C'est ça qu'on a travaillé ce matin, des 3 minutes. Placer, replacer l'esprit sur l'objet. Hein. Donc, ça, c'est l'antidote à l'oubli des instructions. Activer constamment la mémoire. Hein. D'accord? Et ça veut dire ça, la mémoire. Ici, c'est un processus actif. Hein. C'est là-dessus qu'il a insisté. Processus actif et pas simplement se dire qu'il ne faut pas oublier l'objet, par exemple. Hein. C'est le répéter mentalement, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit... que ça vienne de soi-même. Contre le relâchement. Donc le relâchement, on l'a vu. Parce qu'il y a déjà des termes, des choses qui apparaissent dans le début et qui ont été explicitées aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà. Qu'est-ce que c'est que le relâchement? Quand on ne tient pas bien son objet. Hein. Quand l'objet qu'il n'est pas bien tenu, qu'il n'est pas bien appréhendé. Hein. Il y a une mollesse. Hein. On l'a dit aussi comme synonyme, on pourrait dire, de relâchement, c'est la mollesse. Hein. Tam tibétain, c'est quoi? Contre le relâchement? Oui, c'est ça, Guepa. Donc ça, c'est contre le relâchement. Et contre l'agitation mentale. C'est quoi l'antidote? La vigilance. Voilà, chez Shin. Hein. Et la vigilance, c'est quoi la fonction de la vigilance? Comme un aiguillon qui détecte si les facteurs, si les écueils, si les obstacles sont présents ou pas. Elle scrute l'esprit pour voir s'il est agité ou au contraire s'il est relâché. Et l'opacité? L'opacité, on n'a pas utilisé ce terme-là. Hein. On a utilisé le terme de relâchement. C'est marqué dans le Lamrim. Oui, mais Valérie n'utilise pas ce terme-là. Donc on garde, d'accord. Parce que sinon on va tous mélanger. Donc on garde juste les termes qu'utilise Valérie pour s'y retrouver. Hein. Donc c'est le relâchement. Bien. Donc ensuite... donc tout ça, importance d'appliquer les antidotes à la paresse dès le début. Hein. L'explication des 4 antidotes individuellement. Okay. Source scripturale, ça doit faire référence à quelque chose qui est dans le texte. Je ne sais plus laquelle. Peut-être que vous l'avez. La référence... Il y avait un truc court de Maitreya là avec fruit, cause, je ne sais plus trop quoi. Un truc et sa base.
Je sais plus. Et fruits à la fin. Pour faire les 4, non? Ah oui, exactement. Merci, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais je sais plus le truc. Ouais, c'est une citation un peu complexe. C'est dans un texte de Maitreya, effectivement, qui s'appelle La discrimination entre les milieux et les extrêmes. La citation, c'est « La base est ce qui repose sur elle, la cause est son fruit ». Voilà. Donc, la base, c'est l'aspiration, hein, c'est le fondement de l'effort. Et ce qui repose sur elle, c'est l'effort, l'énergie. Et la cause de l'aspiration, c'est la foi confiante dans les qualités qu'on va obtenir. Et le fruit de l'effort, c'est la maniabilité. Donc, c'est relation cause-effet. Comment contempler les qualités de la stabilisation méditative? Ensuite, vous avez ça. Donc on passe au suivant. Comment agir au moment de focaliser l'esprit sur son objet? Donc, c'est premier point, identifier l'objet d'observation servant de base au placement de l'esprit et comment diriger l'esprit sur cet objet. Donc, identifier l'objet d'observation qui sert de base au placement de l'esprit. Donc, c'est là où on a la présentation générale des objets qu'on a étudiés. C'est quoi? C'est hein? Vous vous souvenez les objets? Les 4 types d'objets? Il y a les objets universels. Oui, les objets universels. Les objets qui purifient la conduite. Oui. Les objets qui purifient les perturbations. Oui, ça c'est le 4e. Les objets de compétence. Les objets de compétence, oui. Ou on parle aussi des objets de savoir. Oui. Aristella utilise ce terme, qui est pas mal, je trouve. Les objets de savoir. Oui. Donc, oui, par contre, Nganga m'a envoyé un message tout à l'heure pour voir si vous avez bien compris la différence. D'après les copies que vous avez, vos devoirs, c'était pas toujours bien clair de voir donc la différence qu'il y a entre les objets qui purifient la conduite et les objets qui purifient les facteurs perturbateurs. Mais je pense qu'hier, dans la discussion, ça a été clarifié pour tout le monde, non? Non? Oui. Vous voulez qu'on y revienne là-dessus? Donc, les objets qui purifient la conduite... Hein, c'est quoi ces objets qui purifient la conduite? Les objets. Les objets. C'est quoi? C'est-à-dire les antidotes aux facteurs perturbateurs. Méditer la laideur. Alors, méditer la laideur pour éviter l'attachement. La bienveillance pour éviter la colère. Mais je dis, oui. Ensuite, la respiration pour éviter la prolifération des pensées, l'agitation. Ouais. Quand on a beaucoup de pensées. Pour aller rabaisser l'orgueil, méditer sur la production interdépendante ou justement le fait de tous les domaines qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Et la jalousie, contre la jalousie, la réjouissance, par exemple. Hein? Il y en a un autre, non? La bienveillance, c'est contre la colère. Ou l'amour, hein, aussi. Confusion, c'est pas la jalousie, c'est la réjouissance. Allez, prenez le micro. C'est assez large, en fait, c'est se dire que quelqu'un qui réussit socialement, on n'a pas à être jaloux, etc. Ou quelqu'un qui... on se réjouit. On se réjouit, en fait, de tout ce que les êtres ont pu... voilà, de tout ce qu'il va pouvoir faire avec cette... Voilà. D'accord. Ouais. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est vaste. Ouais. C'est ça. La respiration, c'est contre quoi? Oui, les pensées discursives, on a vu. Ouais. Oui, ça c'est contre l'attachement. Méditer sur le côté repoussant du corps. Donc ça c'est pour rabaisser les perturbations mentales. Hein.
Mais ça ne les élimine pas. Hein, c'est juste les diminuer, exactement. Tandis que les objets pour la purification des passions, donc on avait... vous vous souvenez de ça? C'est quoi? Il y a deux types. Oui, Jean-Louis, vas-y. Comparer la grossièreté des états inférieurs par rapport aux états supérieurs. Ouais. Donc, et méditer encore sur les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités, l'impermanence et les 4 nobles vérités en général. Hein. Ça, c'est pour éliminer les perturbations mentales. Donc, les objets pour la purification donc, des perturbations mentales, ça élimine donc ces perturbations mentales. Mais ça sera surtout la méditation, ça, la réalisation directe de la vacuité qui éliminera les perturbations mentales, hein, définitivement, hein, qui éliminera leurs graines. Parce que là, elles peuvent encore, si les conditions se manifestent, elles peuvent encore réapparaître, ces perturbations mentales. Donc ça, c'était les objets. Ensuite, quel objet qu'est-ce qu'on avait vu? La présentation générale des objets. Donc c'était les objets proprement dits et quel objet pour quelle personne. Donc qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Quel objet pour quelle personne? De quoi on avait parlé? Ça correspond à quoi, ça? Les perturbations prédominantes. Oui, c'est ça. Les perturbations prédominantes en fonction des personnes qui sont voilà, qui ont plus de jalousie ou qui ont plus tendance à ceci ou à cela. C'est-à-dire les perturbations qui s'élèvent très fréquemment, plus facilement que d'autres, avec des objets mineurs, hein, on avait dit. Hein. Ensuite, différence entre fort attachement et attachement léger. Quel objet pour quelle personne? Ah oui, quel objet pour quelle personne, c'est repris en dessous. Hein. Donc, identifier les catégories d'objets, ça vient d'être fait. Comment chaque type d'objet joue un rôle en particulier, ça vient d'être fait. Quel objet pour quelle personne, et différence entre fort attachement léger. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Attachement grossier. Il faut faire une différence justement entre ce qui a tendance à... entre les perturbations chez nous qui sont moins importantes et celles qui sont plus importantes. Comme la jalousie, par exemple, non? Oui, par exemple, oui. Par exemple, pour certaines personnes, l'attachement va s'élever par rapport ne va s'élever que par rapport à un gros objet d'attachement. Hein. Pour d'autres, ça va s'élever avec un objet d'attachement beaucoup plus faible, hein, par exemple. On peut dire que Milarepa, quand il était attaché à sa cruche, que cette cruche a cassé, ça faisait partie aussi de cela, dans le sens où il n'y avait que cet objet qui était précieux, ouais. Il y avait un attachement par rapport à cette cruche, ouais. Qui a cassé. Oui. C'était une petite chose, c'était un petit attachement. Un petit attachement, voilà. Ou c'était un attachement à une petite chose, quoi. Voilà. Oui, on va dire. Donc, oui, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, la progression dans les stades du calme mental va prendre de plus ou moins de temps en fonction de l'intensité dans la présence des perturbations mentales. Plus ces perturbations mentales sont fortes, hein, plus ça va être difficile de progresser dans les stades de Shiné. Christian? Oui. J'ai une petite question là, je ne sais pas si tu vas y répondre, mais je disais hier, je ne sais plus quel livre, que le calme mental que l'on fait avec les sutras, ce n'est pas le même que celui des tantras. Ouais, là, on est dans une perspective des sutras. Ouais. Donc, on ne va pas comparer parce que là, on en a pour... Ouais, c'est pas le même, donc. Le calme mental?
Oui. Le calme mental, c'est le calme mental. Hein. Après, les techniques sont différentes, mais l'objectif est exactement le même. Ouais, Et d'accord. le résultat est le même. Après, c'est les outils qui sont pas les mêmes, quoi, c'est tout. Merci. Voilà. Non, mais le but, l'objet lui-même est exactement le même. Ça arrive au même but. Ensuite, donc, quel objet pour quelle personne? Différence entre fort attachement et attachement léger. Et ensuite, là, on a l'identification des objets en fonction des situations. Est-ce qu'on en avait parlé de ça? Ça vous dit quelque chose? Hein? Quel numéro? C'est... Ah, c'est pas le... C'est pas à la fin, après les objets, il nous a parlé de... Enfin, que tu disais qu'on pouvait prendre le corps de Bouddha, que beaucoup de textes disaient qu'on pouvait le prendre. Après avoir fait les objets, il nous a parlé de ça. Il y a ça, en gros, oui. Quels sont les objets d'observation qu'on peut prendre et lesquels il ne faut pas prendre, hein? Donc, en général, ce qui est donné, c'est l'objet d'observation prendre le Bouddha comme objet d'observation. Vous voyez pas dans le... C'est trop petit ou... C'est flou? Non. Attendez, je vais le grossir peut-être un peu. Voilà. Je vais agrandir. Oui. J'entends pas. Que l'on choisit dépend de ce qu'on veut travailler. Si on prend le Bouddha, c'est qu'il y a quand même une motivation. Si on prend par exemple on peut dire ça, oui. Une petite lampe à beurre, oui. C'est aussi un objet sur lequel on peut poser. Ça va développer la clarté si vous prenez une lampe, voilà, par exemple. Si vous prenez une aiguille, ça va développer l'acuité. D'accord. C'est vrai, non? Si vous prenez un caillou, ça va développer la stabilité. Ça, ce sont des objets profanes, disons. Des objets pour des non-bouddhistes, quoi, disons, qui veulent s'entraîner au calme mental. Dans le cadre du bouddhisme, on prend le Bouddha, puisque c'est considéré comme l'objet le plus vertueux pour à la fois accumuler du mérite et purifier des négativités. Donc ça joue ce double rôle. Et en plus, on dit que c'est un objet vertueux par lui-même, quoi, disons. Le fait de se concentrer sur le Bouddha Shakyamuni permet donc de... Comme c'est un corps lumineux, ça développe la luminosité. Donc, comme dit le Dalai Lama, d'observer ce corps comme étant petit pour concentrer la concentration, on va dire, l'intensifier en tout cas. Il doit être lumineux pour développer la clarté et il doit être lourd pour développer la stabilité. Donc il faut ces trois éléments. Donc quand vous méditez un objet comme ça, si vous prenez une déité, pensez-y à ça. En général, on visualise des objets plutôt petits, justement, pour bien concentrer l'énergie sur cet objet-là. C'est vrai que si on médite sur un objet extrêmement vaste, ça va se disperser, au contraire. Si vous méditez sur le ciel, par exemple, ça va vous donner beaucoup d'espace à votre concentration, mais est-ce que ça va pas provoquer du relâchement? C'est difficile, c'est-à-dire... il me semble que c'est ce qui se produit. Si on médite trop... C'est bien de méditer sur le ciel, sur l'espace, quand on est tendu, par exemple. Quand on a des tensions, quand on est... là, justement, ça donne un peu plus de légèreté. Et donc, ça aide un petit peu. Mais dans le cadre du développement de Shiné, où on veut développer, justement, une espèce d'acuité très, très pointue, il ne faut pas méditer sur l'espace à ce moment-là. Il faut méditer sur quelque chose de précis. Mais après, bien sûr, il faut savoir jongler avec ça. Quand on sent que ça tend trop, il faut détendre. Donc, ça sera dans l'application des antidotes, par exemple, ou si on sent qu'on est trop tendu, eh bien, on va essayer de méditer sur quelque chose qui va détendre l'esprit. Au contraire, si l'esprit est trop détendu, il va falloir ramener en utilisant quelque chose qu'il concentre, quoi.
Donc là, on va diminuer la taille de l'objet de concentration, puisque c'est ça qui va aider. Donc il n'est pas que... Oui, pardon. Oui, vas-y. Christian ? Oui. Oui, moi j'ai pris un objet que j'ai... Oui. Ah, c'est quand quelqu'un intervient sur Zoom, on perd le plan. C'est ça ? Non. Bon, bah, écoute. Vas-y, Pascal. Moi, c'est par rapport à la proposition que Geshe-la a fait du Dalai Lama. Oui. Alors, enfin, bon, j'essaie, mais quand la Lune, on l'imagine sur un coussin de Lune. C'est ce que disait Geshe-la. Un disque de Lune, oui. Ah, et moi je l'ai confondu avec coussin. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Ok. Oui, c'est moins moelleux. Mais... Oui, mais voilà. Non, mais... si tu veux t'asseoir sur un coussin, c'est très bien, pas de problème. Mais la première question, elle était là, elle est peut-être toute... c'est le disque, je voyais en rond, et le coussin, moi j'imaginais un rectangle. Voilà, parce que c'est le coussin de Lune du Bouddha. Moi, je faisais la liaison avec ça. Oui, c'est pareil. Oui. Le Bouddha est assis sur une lune. Oui. Coussin, on appelle le coussin ou pas, mais bon, comme il est assis sur quelque chose, c'est un support. Après, tu peux l'appeler coussin, mais c'est un peu immatériel. Je ne sais pas. D'accord. Et alors, il y a le d'orger, d'accord, mais alors après, comme ça, c'est deux objets liés à la vacuité et l'autre à l'éveil. À l'éveil. L'esprit des... À la bodhicitta. Bodhicitta relative et bodhicitta absolue. Oui. Voilà. Et en fait, avant, il faut bien avoir fait une méditation analytique, parce que comment l'esprit... C'est bien, c'est très bien. Oui. Voilà. On a fait une méditation analytique avant. Il faut faire très une bien. méditation. Ouais. Christian ? Oui. Oui, moi j'ai fabriqué un objet. Tu as fabriqué un objet ? Oui, enfin, j'ai pas fabriqué. J'ai fabriqué l'objet, le Bouddha Shakyamuni, autrement que ce que je le voyais là. Autrement, il y a plein d'images qui nous reviennent. Oui, bon, écoute, c'est pas grave ça. Oui, prends... mais il y a une question que je voulais te poser là-dessus. Oui. C'est que je l'ai mis en l'air, dans le ciel, mais je tourne autour, c'est mauvais ça. Tu tournes autour dans le ciel. Dans mon esprit, bien sûr. Écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux tourner autour du Bouddha avec ton esprit, il n'y a aucun problème. Tu fais des circumambulations autour du Bouddha. Pour faire chiner, ça sera un peu compliqué peut-être. Ça va amener de l'agitation. Mais pendant les pauses, si tu veux t'amuser comme ça pour te détendre, à faire le tour du Bouddha dans l'espace, pas de problème. Je vois pas en quoi ce serait un problème. Mais pour chiner, non, il vaut mieux que ça soit stable quand même. Au début, après, tu feras ce que tu voudras quand tu auras réalisé chiner. Mais au début, pour t'entraîner, il vaut mieux que ça reste bien fixe, bien stable. Bon, d'accord. Ouais. Merci. D'accord. Mais après, tu pourras visualiser des rayons de lumière qui partent et tout. C'est bien. Mais il faut déjà bien stabiliser. Oui. Voilà. Donc, voilà. Comment faire ? Donc, ça... Il n'est pas acceptable de s'entraîner à la stabilisation méditative en regardant l'objet d'observation avec ses yeux. Donc ça veut dire que pendant chiner, donc on n'utilise pas la conscience visuelle, mais la conscience mentale. C'est-à-dire la représentation de l'objet qu'on a mentalement, et pas l'objet qui est en face de soi, parce que sinon on va avoir mal aux yeux. C'est pas ça le but. Le but c'est un exercice mental. C'est pas un exercice physique ou sensoriel. Non. C'est pas pour développer la vue. Ou mieux voir, c'est pour développer l'esprit, quoi. Donc, en fait, c'est ça. On ne peut pas prendre comme... on ne peut pas observer avec ses yeux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le regarder pour s'en inspirer, si tu veux, pour voir ses détails, tout ça, l'étudier, regarder comment sont les robes de moine, comment je sais pas, comment son ushnisha, les cheveux qui s'enroulent, enfin, il y a plein de détails. On peut faire ça en dehors des pauses, en dehors de la méditation, pendant les pauses. C'est très bien,
ou même quand tu te détends entre deux sessions, là, ou de 3 minutes, tu regardes un peu ton objet, et c'est très bien. Et après, tu l'oublies. Enfin, tu l'oublies pas. Tu le mets en mémoire, au contraire. Mais tu oublies la visualisation avec les yeux. Tu te l'intègres mentalement. Oui. Valérie? Non. Allô? Oui. Je me disais, est-ce que, suite à ce qu'on a échangé hier quand tu passais dans les groupes, oui. On parlait de l'esprit, là, par rapport à la conscience mentale, des caractéristiques, mais le fait de l'élaborer, ça nous permet, enfin, de reprendre les caractéristiques, ça doit nous permettre aussi la concentration, du coup. Oui, ça va aider la concentration. Avant d'arriver sur l'image globale, le fait de passer, de construire l'image. Oui. Ça va aider, bien sûr. Hein, c'est ça. Oui. Okay. Mais au début, on va pas avoir des détails, c'est sûr. On va avoir juste une image globale. Et chaque fois qu'on reprend cet objet, bien sûr, des détails vont apparaître. Mais il ne faut pas non plus forcer. Hein. C'est ce qui est donné ici. Il est vraiment conseillé de se contenter de l'image globale et de laisser apparaître les choses d'elles-mêmes, sans vouloir trop mettre d'intensité sur chaque détail. Après, quand on a l'image globale et que ça vient, là, on peut se concentrer plus sur les détails. Mais il faut d'abord que ça vienne et pas le provoquer, parce que sinon, ça va créer de l'agitation. C'est le risque. Et donc, d'y perdre un peu en concentration, forcément. Donc, tout ça, c'est une question de dosage, en fait. Donc, ensuite, manière de diriger l'esprit sur l'objet. Donc là, on est dans 3 grandes parties. Présentation de l'approche sans défaut, écarter les approches erronées et indication de la durée des séances. Donc hier, on est allé jusque-là. On est allé jusqu'à l'indication de la durée des séances. Donc la présentation de l'approche sans défaut, ça on a beaucoup parlé les fois d'avant. Même cette fois-ci, la stabilisation méditative sans défaut présente 2 caractéristiques. C'est quoi ces 2 caractéristiques ? Oui, la clarté et la stabilité, c'est ça. Donc ça, c'est important. C'est important de se le remémorer pour voir où on en est. Donc, il n'est pas raisonnable de la part de certains d'y ajouter la félicité et autres. Certains ajoutent à ça qu'il faudrait, comme caractéristique d'une approche sans défaut, il faudrait qu'il y ait aussi la joie, la félicité ou la joie. Valérie a traduit par la joie. Et qu'il faudrait aussi la limpidité. Donc 2 choses, ça ferait 4. Ça ferait 4 caractéristiques au lieu de 2. Mais donc, d'après la Matsongkhapa, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, ce sont des sous-parties. La limpidité donc, fait partie de la clarté. Et la félicité, en fait, ça vient tout seul, ça vient avec. Donc, donc ça, c'était pas nécessaire. Identifier relâchement et distraction. Donc ça va être bien sûr développé plus tard. L'importance d'être habile dans l'application de la méthode pour pratiquer la stabilisation méditative qui s'oppose aux 2. Donc c'est ça les 2 obstacles principaux, le relâchement et la distraction. Et là, contre ces 2, on va utiliser donc 2 forces, la mémoire et la vigilance. Pour que l'esprit ne perde pas son objet. Donc en fait, c'est les 2 outils essentiels qu'on va utiliser ici, la mémoire et la vigilance. La mémoire pour éliminer quoi ? L'oubli de l'objet, et la vigilance pas pour le ramener, pour détecter les défauts. Voilà. Donc, comment l'esprit est dirigé sur l'objet de méditation grâce à la mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire ? Alors, vous avez la définition de la mémoire ? Vous l'avez prise ? Je crois que la mémoire, c'est simplement ne pas oublier l'objet. Ouais. C'est pas la mémoire de Larousse, quoi. Pardon.
Vous avez active et passive? Alors, j'attends la définition. Oui, donc la mémoire, on pourrait dire, comme tu disais Xavier, c'est la capacité de ne pas oublier l'objet que l'on a choisi et déterminé avec certitude. Hein? Avec 3 caractéristiques. Ouais. Et la vigilance, la définition, c'est la capacité de détecter la nature de la distraction. Si c'est du relâchement ou si c'est de l'agitation. Hein? Ou si c'est plus agitation grossière ou subtile. Dans les mémoires, il ne faudrait pas rajouter les 3 caractéristiques avec l'objet, le sujet. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça on l'a vu. Bon. Oui, les 3 particularités de la mémoire. Oui, oui, très bien, très bien. Objet, sujet, fonction de. Voilà. La particularité en tant qu'objet, hein, c'est par rapport, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça en tant que l'objet appréhendé, il doit être familier. Hein. C'est ça. D'accord? Connu. On ne peut se rappeler que de quelque chose que l'on connaît et pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est la première chose, c'est un objet familier. Mais après, on peut s'en faire quand même une visualisation mentale quand on... Oui, on doit faire une représentation mentale. Oui. On essaie de se le représenter mentalement. Et on s'arrête sur cette représentation mentale jusqu'à en avoir une certitude. Hein? Et ça, c'est important, ce facteur de certitude. Je l'ai insisté là-dessus, Ngéché, en tibétain, c'est vraiment important. C'est qu'il faut donner une certitude. Sans certitude, on reste démuni. Hein, par rapport à ça. Oui, Capucine, oui. Deux caractéristiques. Oui, 2 caractéristiques. Sur la stabilité, donc et la clarté, et donc l'intensité fait partie d'une des 2. L'intensité... Où est-ce qu'on l'a mise, l'intensité? Parce qu'on parlait de 3 points, stabilité, clarté, intensité. Oui. Disait Geshe ce matin. Stabilité, que... c'est une troisième c'est 3 caractéristiques. Donc c'est pas... Ouais. C'est pas pour le calme mental, ça? Oui, oui. Que la mémoire en particulier? Oui, c'est pour le calme mental, oui. Ouais. Là, on est dans les 3 caractéristiques de la mémoire. Hein, les 3, ouais, on peut appeler ça caractéristiques, les 3 particularités de la mémoire. Hein. C'est-à-dire l'objet, par rapport à l'esprit qui appréhende, il n'oublie pas l'objet. Donc ça veut dire que l'objet doit être très présent à l'esprit, il doit être très tenu. Hein. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'il faut bien, quand on médite, justement, il ne faut pas qu'on ait de doute sur ce que c'est que le travail de la mémoire, hein, sur ce que fait la mémoire. Quel est l'objet, quel est le sujet, quelle est la fonction de la mémoire. Donc il faut reconnaître... donc la mémoire va attacher, en fait, elle va attacher l'esprit à son objet. Hein. C'est comme une corde. On peut penser à cette histoire de corde. Comme, ouais. Hein, si vous pensez que la mémoire attache l'objet. Hein. Donc pour le garder fermement et de manière durable. Et c'est ça qui va amener une excellente stabilité. Et Geshe Loden, ce matin ou hier, il a dit la mémoire, c'est l'absence de pensée. Car il est impossible de faire chiner avec des pensées. Oui, oui, bien sûr. On n'est pas dans le domaine discursif. Là, oui. Ensuite, la fonction de la mémoire, donc, c'est empêcher la distraction. Hein, voilà. Contrôler l'esprit, empêcher l'esprit d'être distrait. Hein, comme quand on dresse un éléphant. Hein, donc, on a gardé cette image. Donc là, c'est ce qui va empêcher ça, c'est la vigilance, hein, qui sert à dompter, comme l'aiguillon qui sert à dompter. Donc la corde est la mémoire, et la vigilance, c'est c'est l'aiguillon. Elle observe l'esprit et le renseigne. Okay, mais ce n'est pas elle qui applique les antidotes. Okay, c'est l'intention, c'est un autre facteur mental qui applique les antidotes. Simplement, la vigilance, c'est observer l'esprit. Donc on cultive la mémoire et la vigilance en même temps, pratiquement. Mais plus la mémoire au début. Hein. Donc,
Donc en fait, Geshe-la va insister là, sur le fait que ces deux facteurs sont utiles tout le temps, en fait, quoi qu'on fasse. Pas simplement dans la méditation, mais comme dit Langri Tempa dans les 8 versets de la transformation de l'esprit, dès qu'une perturbation mentale nous apparaît à l'esprit, il faut la détecter et appliquer son antidote. C'est-à-dire même dans la vie active, dans la vie de tous les jours, quand vous voyez que vous êtes dominé par la jalousie ou la colère ou autre, appliquez l'antidote. Donc là, c'est la fonction justement de la mémoire et de la vigilance. La vigilance va vous montrer qu'est-ce qui se passe dans votre esprit et une volition va apparaître pour appliquer l'antidote, pour éliminer cette perturbation mentale. Donc la réjouissance, par exemple, comme tu disais, ou autre chose. Ouais. Oui, Pascal. Pour revenir sur le sujet que propose le Dalai Lama avec cette méditation en 2 morceaux, le disque de lune et le dorgé. Oui. Bon, le dorgé, on peut en tenir tout, mais en tenir, on peut en avoir un à la maison. Mais moi, quand tu dis qu'il faut que la mémoire soit habituée à l'objet ultime, en fait, que symbolise le dorgé, c'est la vacuité. Oui. Et on n'y est pas très familiarisé. On parle de l'objet, là. Oui. Mais comment maintenir, quand on veut choisir une... Prends un autre objet, si ça te pose un problème. Prends un objet qui ne te pose pas de problème, dans lequel tu n'as aucun doute. T'es vraiment... cet objet, il te parle, il est bien familier. Si tu commences à dire « de base, ça va pas », tu vas avoir des doutes, ça va toujours te revenir. Non, prends vraiment un objet qui te plaît, dès le départ. Et puis, reste sur cet objet. Si c'est la respiration, très bien, c'est la respiration. Si c'est, je sais pas, moi, tu vois, le Bouddha, tu restes sur le Bouddha. Mais si, tu vois, tu commences à dire, oui, mais bon, je vois pas bien, tu vois, tu mets plein de doutes comme ça va entraver ta progression. Non, mais ce que je trouvais bien, ce que je voulais, c'est que la vacuité, elle a une grosse importance. Oui. Et il y a des lectures, alors, qui vont peut-être c'est quand on pratique Shiné, il ne faut pas trop lire. Ah, non. D'accord. Bon. Non. Il vaut mieux pratiquer. Bon. Et laisser les bouquins de côté. Et travailler sur ça. Faut que ce soit, sinon, ça reste dans le conceptuel. Et on analyse et blablabla. Et donc là, on entretient encore de l'agitation mentale. Et puis, il y a des pensées qui arrivent. Ça devient il y a plein. L'objet, il est parasité par des choses qui paraissent vertueuses parce qu'on a étudié ceci, cela. Mais dans le cadre de Shiné, c'est pas du tout utile, quoi. Au contraire, c'est plutôt néfaste. Il vaut mieux s'en tenir, rester tout le temps sur le même objet. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de doute sur cet objet. Il faut qu'il vous plaise. Et ça ne sert à rien de d'étudier des textes là-dessus. Tu prends un objet simple, le Bouddha, et puis voilà, quoi. Tu médites sur le Bouddha et tu ne te poses pas de questions. Puis après, voilà, c'est toi, simple. Bon, ensuite, on passe, on rentre dans la catégorie comment... Ah oui, mais je voulais vous montrer quelque chose avant. Attendez, parce que Valérie... Ah oui, c'est le moment. Valérie, elle nous a fait un petit plan, un petit schéma, une petite synthèse. Attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, c'est ça. Vous l'avez, là ? Là, sur Zoom, ils l'ont. Hein, okay. Vous l'avez là, d'accord. Donc, je vais peut-être le raccourcir un peu. Là. Donc, voilà, Valérie a fait ça pour que ça soit bien clair. Donc, c'est divisé en 3 parties, vous voyez, objectif, écueil, moyen. On va partir du haut. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est 2 choses, c'est la clarté et la stabilité. Vous voyez le curseur ? Non. Ah, si, oui. OK. Donc, la clarté, qu'est-ce qu'il y a dans la clarté ? Il y a 2 choses. Il y a l'intensité, comme on disait avec Capucine, l'intensité pour la clarté et la luminosité. Je vous l'enverrai, ce truc, si vous voulez. Ce sera un peu... On pourra vous l'envoyer. Ouais.
sur Zoom aussi, hein, vous l'aurez. Hein. Donc, deux objectifs, clarté, stabilité. Donc, dans la clarté, donc, il y a l'intensité et il y a la luminosité. Deux facteurs donc, importants. Luminosité, c'était au lieu de limpidité qu'on avait utilisé. Et ce qui fait écueil, ce qui fait obstacle donc, à ça, c'est l'agitation qui fait obstacle à la stabilité, ici, et le relâchement qui fait obstacle à la clarté. D'accord ? Et donc, ça, c'est les écueils. Et quels sont les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs et éliminer ces écueils ? C'est donc la mémoire, essentiellement. La mémoire, donc, qui est dirigée sur l'objet d'observation, ici. Hein, d'accord ? Hein, qui doit être tenu avec clarté et avec stabilité, en équilibre. Hein, les deux sont en parfait équilibre. Et donc la mémoire, c'est un objet connu, l'objet familier, que l'on n'oublie pas et qui empêche la distraction. C'est ce qu'on vient de voir. Donc les moyens qu'on va utiliser avec la mémoire, donc la mémoire doit rester sur l'objet constamment, et la vigilance, de temps en temps, pas tout le temps, épisodiquement, va détecter s'il y a des obstacles, des empêchements. Et à ce moment-là, si elle détecte quelque chose, elle va envoyer un signal à la volition, et cette volition va automatiquement impliquer des antidotes. Donc il faut les connaître, ces antidotes, hein, qui vont s'opposer à l'agitation et au relâchement. Okay. Hein? Donc, il y a un aspect de certitude, hein, dans la mémoire, hein, par rapport à l'objet qui est en deçà de la mémoire, hein, en dessous de la mémoire. Il faut, comme on disait avec Pascal, il faut qu'il y ait cette certitude par rapport à l'objet d'observation, hein, qu'il soit. Une fois qu'on a bien déterminé son objet d'observation, eh bien, on prend plaisir à y rester dessus et à entretenir cette pratique. Ok. Bon, c'est simple, hein, c'est basique, mais je pense que ça vous donne une bonne... hein, voilà. Elle va nous faire aussi un plan avec la terminologie, puisqu'il y a des termes qui se retrouvent, qui sont un peu plus subtils et qui se ressemblent aussi, donc bien voir la différence. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des questions peut-être ? Petite question. Ouais. Le devoir qu'on a vu, le devoir 16 dont on a discuté hier, on va avoir les réponses aux questions ? Ah oui, j'ai fait un corrigé. Ah, super. Je vous l'envoie en même temps que le devoir. Mais des fois, on n'était pas tout à fait d'accord sur les réponses. Ouais. Et donc, ça reste un peu flou. Vous n'avez pas élucidé tous les points hier pendant la discussion ? Bah alors, en tout cas, pas dans notre groupe, en tout cas. Ah bon ? Non. D'accord. Il y a un point en particulier qu'on n'a pas élucidé. Oui, c'était lequel ? Est-ce qu'il faut avoir développé le calme mental, oui, pour l'esprit d'éveil, pour réaliser bodhicitta? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dis que non. Tout simplement parce que bodhicitta, il me semble, le monsieur qui a parlé, il était dans mon autre groupe. Oui. Bodhicitta, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire ? C'était individu intermédiaire. Et puis là, on est... Alors, j'ai mis non et oui pour l'autre. Non, il faut le calme mental pour tout. Pour avoir une réalisation parfaite, hein, c'est-à-dire spontanée, hein, du renoncement, aussi bien de la bodhicitta, il faut le calme mental. Donc la réponse, on peut avoir un certain niveau de renoncement et de bodhicitta sans avoir réalisé le calme mental, ça c'est sûr. Hein. Mais la réalisation du calme mental va permettre de stabiliser, en fait, à la fois aussi bien le renoncement que la bodhicitta. La stabiliser. C'est ça la fonction du calme mental, c'est de le stabiliser et que ça soit spontané après. Hein. Et donc c'est ce qui va
voilà, c'est ça, et c'est ça qui va vous permettre, c'est le calme mental qui vous permet d'entrer dans le premier chemin, qui est le chemin d'accumulation. Hein. Il y a les 5 chemins: accumulation, préparation, vision, méditation et au-delà de l'apprentissage. Les 5 voies. Et pour rentrer dans ces 5 voies, il faut avoir réalisé le calme mental. Hein. C'est indispensable. Donc la réponse était oui. La réponse était oui pour tout. Hein. Alors, du coup, moi, j'ai une question parce que Oui. je suis partie du principe que le premier instant où on réalise vraiment, on n'a pas forcément le calme mental, et c'est qu'après, si on veut une réalisation stable, où il faut le calme mental. Mais il y a, par exemple, le renoncement, on peut avoir un premier truc. Oui, mais ce ne sera mais pas qui stable. sera pas stable. Mais Voilà. est-ce qu'on peut, à partir de quand on parle de réalisation, quoi? C'est ça, moi, Quand c'est pas stable, clair pour on moi. parle de réalisation quand cette réalisation est stable, qu'elle est stable et spontanée, qu'elle ne varie pas, hein, que c'est pas un jour oui, un jour non. Hein, que vous l'avez 24 heures sur 24. Parce qu'il me semblait, quand on parlait de la vacuité, par exemple, on disait, bon, déjà, il y avait l'idée, on pouvait l'avoir au niveau conceptuel, mais il me semblait qu'on pouvait avoir un premier truc qui arrivait. Pour la vacuité, oui. Où on avait une compréhension intellectuelle, on va dire, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que Ça commence comme déjà ça. Être une réalisation. Ah non. Une compréhension intellectuelle n'est jamais une réalisation. D'accord, mais il me semblait qu'ils avaient utilisé le terme réalisé quand même. Oui, c'est inférentiel, on va dire, oui. C'est Ouais. pas une réalisation. Pour moi, c'est pas Attendez, clair ce qu'on appelle réalisation. Il y a une compréhension intellectuelle, qui est la première chose, qui est la première étape. Ensuite, il y a une compréhension inférentielle, hein, qui n'est pas intellectuelle, mais qui est conceptuelle. Il ne faut pas mélanger intellectuel et conceptuel et inférentiel. Une compréhension intellectuelle, c'est facile d'avoir une compréhension intellectuelle, c'est facile. Enfin, il suffit d'étudier. Hein. Tandis qu'une réalisation inférentielle, c'est déjà un niveau quand même supérieur. Hein. Et là, on va parler soit de réalisation inférentielle de la vacuité, soit de réalisation directe de la vacuité. Mais pas de réalisation intellectuelle. Hein. Ça ne va pas ensemble. La réalisation inférentielle, c'est que vous n'avez pas encore... Vous avez encore une image mentale de la vacuité. Dans la réalisation directe, il n'y a plus d'image mentale. C'est direct. Hein. Vous n'avez pas une représentation mentale de la vacuité. Hein. Vous et donc, du coup, le premier instant où il y a une réalisation inférentielle, est-ce qu'on a forcément le calme mental pour l'avoir? Ça va aider quand même. Hein. Ça va aider. Mais si on ne l'a pas... Comment si on ne l'a pas? Ça ça sera difficile de la maintenir. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait théoriquement avoir un premier instant de réalisation inférentielle. Oui, vous pouvez avoir un premier pour instant. Autant déjà le calme mental complet. Non, mais si vous avez, disons, une réalisation inférentielle de la vacuité, ça veut dire que vous êtes capable quand même de rester suffisamment de temps concentré sur cette image inférentielle de la vacuité. Donc, si votre shiné, si vous avez pratiqué shiné, ce moment de concentration va être de plus en plus long. Hein. Et c'est ça. Au début, ça va peut-être être un instant, un claquement de doigts peut-être de compréhension ou de réalisation inférentielle. Mais après, grâce à shiné, si vous avez shiné, vous allez pouvoir rester sur cet instant beaucoup plus longtemps. Hein. Et puis, voilà. Alors après, justement... ça va être l'actong qui va venir là, justement. On n'est plus dans shiné à ce moment-là. Hein. Mais là, il y a beaucoup de discussions entre les différentes têtes. Lama Tsongkhapa, il a beaucoup débattu là-dessus. Quand est-ce qu'on était dans le shiné? Quand est-ce qu'on était dans l'actong? Quand est-ce qu'il y avait l'union des deux? Quand est-ce que c'était une méditation analytique? Quand est-ce que c'était une méditation stabilisatrice? Parce que normalement, on dit que shiné, on ne doit plus analyser à ce moment-là. Hein. On est simplement... C'est non conceptuel. Hein. On est complètement absorbé dans l'objet de méditation lequel on a médité. Mais on n'analyse plus. On arrête l'analyse. Hein. Mais est-ce qu'on l'arrête complètement ou pas? Alors après, ça, il y a pas mal de débats là-dessus. Et ce sera intéressant. Je pense que ça va... Vous aurez plus de réponses quand on étudiera l'actong par rapport à ça. Pour l'instant, on est plus dans shiné. Hein. Donc, on n'applique pas... C'est sûr que le but, ça va être d'appliquer shiné à la vacuité, hein, à la méditation sur la vacuité. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On développe simplement cette force qu'est la mémoire pour pouvoir la maintenir sur l'objet, hein, sur l'objet
de concentration. Bien sûr, donc après, Oui. quand vous avez Question. une perception de la vacuité, qu'elle soit inférentielle ou qu'elle soit directe, plus votre chiné est fort, plus vous avez développé cette mémoire, plus vous allez pouvoir rester dessus. Mais la réalisation, je pense que c'est plus important pour la réalisation directe, parce que la réalisation directe, justement, elle n'est pas conceptuelle. Donc ça va bien avec chiné. Inférentiel, ça reste conceptuel, quelque part. J'ai compris pour l'esprit d'éveil, Christian. Les quoi? L'esprit d'éveil, Ah, c'est engendrer l'esprit d'éveil qui nous permet l'entraînement dans le Mahayana. oui, l'entrée dans le Mahayana. C'est sur le tableau Oui, c'est ça. que je n'ai pas lu, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait plein d'erreurs. Bon, est-ce qu'il y a d'autres je vois. questions? Parce qu'on va peut-être arrêter, sinon. Donc, je vous laisse le plan, continuez avec le plan. Regardez-le bien donc, par rapport à ce qui a été dit ce week-end. Essayez de bien noter. Parce que, bon, Geshe-la n'indique pas toujours. Il indique les grandes parties, si vous voulez. Mais là, en utilisant le plan, vous allez pouvoir voir les sous-divisions qui correspondent bien aussi à ce qu'il dit. Donc, vous allez pouvoir replacer ces sous-divisions dans les notes que vous avez prises. Donc, utilisez-le dans ce sens-là. Sur les grands thèmes, hein, ils sont, il les signale. Question? Oui. Je peux Oui, bien sûr. poser une question? Dans notre groupe, on n'a je vous pas en prie. su non plus répondre à la question si l'analyse discursive était proscrite ou pas dans le calme mental. D'accord, super, très bien. Très, très bien. Ben justement, on était en train d'en parler, plus ou moins. Là. Donc, l'analyse discursive, elle est importante au début de Shiné, parce qu'elle permet d'identifier l'objet sur lequel on va poser l'esprit, avant de pratiquer le calme mental. Donc là, elle intervient. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit proscrite, puisqu'elle va aider au calme mental. Elle va aussi permettre de réduire, voire d'éliminer certaines perturbations mentales. Donc, il faut les détecter, ces perturbations mentales. Qui dit détecter, dit quand même une utilisation du processus discursif pour appliquer les antidotes. Et aussi examiner différents types d'objets selon différents points de vue. On peut appeler ça aussi une fonction, une analyse discursive. Mais après, une fois qu'on a la certitude de tout ça, on doit arrêter. On doit arrêter l'analyse discursive. Elle nous mène jusqu'à un certain point, mais après, on arrête. Quand on pratique vraiment Shiné, dans l'intérieur de Shiné, dans le calme mental, on n'utilise plus l'analyse discursive. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile. Elle n'est pas interdite, disons. Elle est même conseillée au début pour amener à Shiné. Mais pendant la pratique proprement dite, on ne doit pas recourir à l'analyse pendant la pratique. Voilà. On n'avait pas su aussi donner une définition à l'analyse discursive. Ouais, c'est peut-être moi qui ai utilisé c'est peut-être pas le mot. Analyse discursive, pour moi, ça veut dire les pensées, en fait. Ça veut dire les pensées. Ou alors, discursive, ça veut dire penser, et analyse, c'est utiliser ses pensées pour analyser quelque chose. Moi, c'est dans ce sens-là. On pourrait dire conceptuel, si vous voulez, mais bon. Discursif, c'est quand même un discours mental, quoi. Après, il est alimenté ou il n'est pas alimenté. Mais est-ce qu'il y a de la discursivité dans ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a de la discursivité dans la pratique de Shiné ou pas? Ou est-ce qu'on peut utiliser encore un peu de discursivité pour pratiquer Shiné ou pas? Donc, moi, je pense, voilà, ce qui est dit en général, c'est que, enfin, on a posé la question à Geshe-la, je crois, ou c'est moi qui lui ai posé en particulier, je me souviens plus. Il a dit que c'était pas proscrit, justement, mais qu'après, quand on faisait Shiné, il ne fallait plus l'utiliser. On n'utilisait plus le discursif. On n'utilisait que la mémoire. D'accord? Que la mémoire. L'attention et la mémoire. Donc ce mot Jampa en tibétain, en français, on a deux mots pour le traduire. C'est attention et mémoire. C'est pas que la mémoire et c'est pas que l'attention. C'est pour ça que moi, je mets un trait d'union entre les deux. C'est l'attention-mémoire ou la mémoire attentive, si vous voulez. Parce que c'est pas que la mémoire au sens passif qui est là, mais c'est la mémoire qui a vraiment un rôle actif.
On n'a pas de mot pour ça, vraiment, en français. Hein. Les Tibétains ont utilisé ce mot Jampa qui sert qu'à chiner, enfin, pas essentiellement, pas qu'à chiner, mais qui est surtout utilisé dans le chiné, avec ce sens de mémoire. Quand on l'utilise dans la vie de tous les jours, c'est plus de l'attention, être vigilant, être attentif à ses paroles, à ses actes, à ses pensées. C'est le Jampa dans ce sens-là aussi. Donc il faut jongler, comme l'explique très bien Valérie. Parfois, il faut le même terme à des connotations différentes ou des implications différentes, comme le mot concentration, voilà, tout ça. Dans un certain cas, ça va bien s'appliquer, dans un autre, peut-être moins. Mais là, on est quand même c'est très technique là, au niveau de la terminologie. Donc, notez bien les termes qu'utilise Valérie et peut-être le mot tibétain aussi pour savoir vraiment de quoi on parle. Voilà. Bon, avec plaisir. Il nous reste 20 minutes pour une petite pause.